Vous êtes sur Règle Magazine, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal sur nos antennes. À la une d'actualité, la Cour de cassation a entamé le mercredi 23 juillet 2025 l'instruction sur les fonds dans l'affaire opposant l'État congolais à Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice. Accusé des détournements présumés de 19 millions de dollars, l'ex-ministre a été confronté par la Cour au libellé de l'acte d'accusation du ministère public. Suivez. Au cœur de l'audience, plusieurs interrogations ont été soulevées. L'existence ou non d'un détournement des fonds publics versés au compte des IO Construction à la Rabobank, la localisation physique de la société contractante, sa capacité financière et son expérience dans les domaines architecturaux, la procédure de passation du marché des gré en gré, son approbation officielle et l'opportunité du projet de construction d'une prison à Kisangani. Toutes ces questions, Constant Mutamba a répondu que les fonds restent logés dans un compte séquestre inaccessible. L'approbation du marché découle d'une autorisation du Conseil des ministres et du silence de la Première ministre au-delà du 10e jour, considéré comme une validation tacite, a expliqué l'ancien ministre, ajoutant qu'il n'a exercé aucune menace sur la Direction générale de contrôle de marché public, qui aurait validé les contrats en toute indépendance. Mutamba affirme avoir sollicité un contrôle auprès de l'IGF et de la CNREV qui aurait confirmé la crédibilité de l'entreprise à travers des documents techniques et la liste des experts. Il rejette donc l'allégation de la société fictive. Cependant, la Cour insiste. Autre point de tension, les garanties financières exigées par la loi. Le prévenu rétorque par une question rhétorique. L'organe de la loi note aussi que la construction des prisons relève du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, non du ministère de la Justice, qui n'a compétence que sur les gestions administratives des pénitenciers. La prochaine audience est fixée au 30 juillet avec un focus sur la gestion du fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao, et potentiellement la plaidoirie finale. On poursuit. La ville d'Ekenge a servi de cadre ce mercredi 23 juillet 2025 au lancement des activités du Fonds national de réparation aux conflits et crimes contre la paix, la sécurité de l'humanité dans l'espace au Grand Bandundu. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, prend part aux activités au lancement officiel de l'identification des victimes des graves exactions commises en mai 1997 lors de l'entrée de l'AFDEL à Kenge et ses environs. Les détails dans cet élément. Nous, les filles et les fils des grands Bandundu, nous avons intérêt à défendre le Congo. Dans la défense du Congo, qui est notre patrimoine commun, les premières conditions de paix, tout le monde sait moi, on a grand Bandundu. Aucun Angola, aucun Kosobato. Baya kokota na Congo, aucun na Rwanda, yo mwana Bandundu. Ne vendez pas les Bandundu, ne vendez pas le Congo. Nous sommes des patriotes. Aimons notre Congo. C'est notre patrimoine commun, notre pays. Je suis à Kwamut, je vais aimer Kwamut parce que j'habite Kwamut, parce que je vis à Kwamut. Mugene Diofa, na Bulungu, n'importe où je suis. Afeshi, Kaemba, Kasongol, n'importe où je suis. Je me considère comme Congolais, je m'intègre, je défends la nation. Je n'entre pas dans des coups montés et manqués. Aucune réunion qu'on a eu, qu'on a nakata. Ok, ko samu sakumbu ya Bandundu, tozole kabota tala batu ya Bandundu. Bango balingi basara bisuma kamabe. Ça suffit, on arrête. Ni rébellion, ni entrer dans des histoires de coups d'État, on n'en veut plus. Poursuivons ce jeudi 24 juillet 2025, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a fait une apparition publique inattendue devant sa résidence située dans les quartiers Golf à Lubumbashi devant une foule nombreuse. L'autorité provinciale a salué sombrement les citoyens d'un geste de la main sans prononcer des discours avant de regagner son domicile. Suivez.
C'est dans la soirée du mercredi que la rumeur de sa présence s'est répandue sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d'interrogations. En effet, le gouverneur était resté invisible pendant plus de 2 semaines sans que l'opinion publique ne soit informée de son emplacement ou des raisons de son absence. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur avait désigné le vice-gouverneur pour assumer l'intérim, une décision saluée par certains acteurs politiques locaux comme une mesure de continuité institutionnelle nécessaire. Selon les sources proches du gouverneur, Jacques Kaboula pourrait se rendre très prochainement à Kinshasa, où il aurait été invité par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Toutefois, aucune déclaration officielle n'a été faite pour éclairer la population sur les motifs de son silence ou les contours de cette éventuelle rencontre. Dans l'opinion publique, cette réapparition suscite plus des questions que des réponses. Beaucoup attendent désormais que des éclaircissements soient fournis pour la circonstance de son absence, alors que la province du Haut-Katanga fait face à plusieurs enjeux socio-économiques qui nécessitent un leadership présent et engagé. Poursuivons au cours du mois de juillet 2025, les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été frappées par une série d'attaques meurtrières menées par le rebelle ADF, ayant causé la mort de moins de 82 personnes, rapporte la MONUSCO. Dans un communiqué publié le mercredi 23 juillet, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a fermement condamné ces violences. Suivez. La mission onusienne a également dénoncé les offensives lancées par le groupe armé conventionné pour la Révolution populaire CPR contre les positions des FRDC dans les territoires des Djogo, ainsi que les actes de pillage et la profanation de la paroisse catholique de Lopa perpétrés le 21 juillet par le groupe Codeco. La MONUSCO rappelle que les attaques ciblant le lieu de culte des écoles et des centres de santé constituent de graves violations du droit international humain. Bruno Le Marquis, chef par intérim de la MONUSCO, insiste sur l'urgence de traduire en justice les auteurs de ces crimes afin de mettre fin à l'impunité. La mission appelle les groupes armés signataires des accords de paix d'Accru à respecter leurs engagements en cessant immédiatement les hostilités. Poursuivant, la Commission électorale nationale indépendante au CENI a publié le mardi 22 juillet 2025 le calendrier de l'élection des conseillers urbains et maires adjoints ainsi que les bourgmestres et bourgmestres adjoints. Cette échéance contient 5 grandes dates. Les détails dans cet élément. Du 15 au 28 août 2025, poursuite de la réception et du traitement des candidatures des conseillers urbains, de maires et de maires adjoints ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Du 14 au 22 septembre 2025, traitement des contentieux de liste provisoire des candidats, conseillers urbains, maires adjoints ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints devant les tribunaux des grandes instances faisant office des tribunaux administratifs. Le 24 septembre 2025, la publication des listes définitives des candidats conseillers urbains, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Du 5 au 7 octobre 2025, campagne électorale de candidats conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints. Le 9 octobre 2025, jour de vote des conseillers urbains, des bourgmestres adjoints par des conseillers communaux, affiche des résultats au bureau de vote et publication des résultats provisoires par la CENI. Pour la CENI, la proclamation des résultats définitifs de cette élection aura lieu le 26 octobre 2025 dans les tribunaux des grandes instances en faisant office des tribunaux administratifs. Autre chose à présent, l'Office national de l'emploi, ONEM, avec l'appui de Nobel République démocratique du Congo, a officiellement lancé le mardi 22 juillet 2025 à Kinshasa les Jobs Day 2025 en présence d'acteurs publics, privés et partenaires techniques et financiers. Suivez. Après Lubumbashi et Kolwezi, cette édition de Kinshasa s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle saluée par l'ensemble des intervenants. Parmi les partenaires associés figurent la primature, les ministères de l'emploi, de la formation professionnelle et du portefeuille, ainsi que la structure faîtière comme la Fédération des entreprises du Congo et la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo.
sans oublier des centres de formation tels que l'Institut national de préparation professionnelle INPP, les centres de ressources Mossala et plusieurs entreprises publiques ainsi que privées engagées dans le processus. À cette occasion, Enabel, agence belge de coopération internationale, a affirmé sa détermination à renforcer le rôle stratégique de l'ONEM de la gouvernance de l'emploi en République démocratique du Congo. Ces lancements marquent, a déclaré la directrice au pays, Christa. Cette dernière a également salué la signature récente d'une lettre d'attente qui formalise le partenariat entre les deux institutions, ouvrant la voie à des spectres d'intervention multiples et actions coordonnées sur le terrain. Pour l'ONEM, l'objectif principal de cette activité est de faciliter l'insertion professionnelle à travers une approche participative tout en valorisant son image comme acteur clé du marché du travail en République démocratique du Congo. Cette entreprise, cet événement offre aux entreprises participantes une vitrine de visibilité leur permettant d'accéder à des profils acceptés à leurs besoins spécifiques, renforçant ainsi les liens entre offres et demandes sur les marchés de l'emploi. Il a par ailleurs souligné l'importance de faire de l'emploi une opportunité nationale et moteur de transformation sociale. Plusieurs autres activités seront organisées simultanément durant 4 jours. Séances de job dating entre candidats présélectionnés et entreprises, panel thématique et exposé d'experts sur le marché de l'emploi, séances de coaching pour la recherche active d'emploi. Ces activités concrètes illustrent l'approche pragmatique et inclusive des Job Day, véritable plateforme d'opportunités et d'échanges entre jeunes talents et employeurs. Depuis plusieurs années, Enabel soutient l'ONEM à travers plusieurs projets tels que travail décent et protection sociale et formation, emploi, entrepreneuriat. Au cœur de cette coopération, digitalisation des services, renforcement des capacités, des cadres et des partages d'expériences internationales, notamment avec la Belgique. À marge du salon IDEF 2025 à Istanbul, Guy Kabombo Modinvita, vice-premier ministre de la Défense nationale, a rencontré son homologue turc, le ministre Yasser Güler. Les deux autorités ont réaffirmé l'engagement de la République démocratique du Congo et de la Turquie à renforcer leur coopération militaire conformément aux accords signés à Kinshasa en 2022. Les échanges ont porté sur la formation, la modernisation et le développement de l'industrie de défense en République démocratique du Congo. Suivez. De la 17e édition du Salon international de l'industrie de défense IDEF 2025, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modinvita, a tenu un échange bilatéral de haut niveau avec son homologue turc, M. Yasser Güler, ministre de la Défense de la République de Turquie. Accueilli avec chaleur à Istanbul, le vice-premier ministre congolais a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité de son hôte et a salué l'invitation à participer à ces grands rendez-vous stratégiques de l'industrie de défense. Lors de leur entretien, les deux ministres ont réaffirmé la volonté partagée de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Turquie dans le sillage de la vision portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Recep Tayyip Erdogan. À cette occasion, le vice-premier ministre en charge de la défense congolaise a rappelé l'importance d'une mise en œuvre effective de 3 instruments juridiques majeurs signés à Kinshasa le 20 février 2022, l'accord cadre de coopération militaire, l'accord dans le domaine de l'industrie de défense et les protocoles d'aide financière. Il a par ailleurs souligné l'urgence d'une coopération concrète, structurée et tournée vers la formation, la modernisation de forces armées congolaises, l'appui technologique ainsi que le développement progressif d'une industrie de défense nationale. Maître Guy Kabombo Modinvita a également alerté sur la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la RDC, marquée par la persistance des agressions de rebelles M23 AFC, et a ainsi appelé à des partenariats solides et sincères, notamment avec des pays comme la Turquie, afin de répondre de manière intégrée aux défis sécuritaires dans le respect de la souveraineté nationale.
La délégation congolaise comprenait notamment le général-major Marcel Oukwikila Metekwiza, secrétaire général à la Défense, et des représentants de l'entreprise publique Afridex présents pour explorer des perspectives de coopération technico-industrielle avec les acteurs turcs. Cette rencontre marque un tournant vers une coopération renforcée entre la République démocratique du Congo et la Turquie dans le domaine stratégique de la défense et ouvre la voie à de projets communs à forte valeur ajoutée. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre patience et fidélité accordée à Aigle Magazine, votre chaîne d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du moment. Merci.